Thank you so much, Florent. Thank you so much, Dr. Cruz. Yeah. So, without wasting anyone's time any further, we have Dr. Saidu Gnau. I'm really sorry if I'm mispronouncing your name, but I think it's Dr. Saidu. Yeah. Welcome to the webinar, Dr. Saidu. He is, for those who don't know him, he is a medical specialist in public health, NTP, Burkina Faso. Today, he's going to be discussing the active TB case finding in Burkina Faso, the contribution of digital portable X-ray. Next slide, please. Alors, Burkina Faso, pour vous présenter notre pays, d'abord, comme vous le savez, le Burkina Faso se situe en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Et le pays est lié par un certain nombre de pays, notamment le Niger, le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire, et le Togo. Ce sont les pays limitrophes du Burkina Faso. La superficie, c'est 274 000 km², notre pays. Et le pays compte 13 régions avec 70 districts sanitaires et 115 CDT. Next slide, please. Opérationnel au niveau de notre système de santé, c'est d'abord que se mènent les soins, les préventions et les soins promotionnels. Ça, c'est vraiment au niveau de l'entité opérationnelle. Il faut dire qu'au niveau de notre pays, nous avons 115 CDT. CDT, ça veut dire les centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Nous en avons 115 au total. Et des laboratoires. Dans tous ces CDT, il y a des laboratoires, soit des laboratoires avec des microscopies ou des laboratoires. Les laboratoires dotés de DINESPER sont au nombre de 70. Et nous avons un laboratoire national, voilà, qu'on appelle le LNR. Et là-bas, il y a un certain nombre d'examens qui se font, tels que la lipase, la culture, et bien d'autres examens qui se font au niveau de ces laboratoires. Ça, c'est le laboratoire vraiment national de référence au niveau du Burkina Faso. Alors, depuis 2003, le Burkina Faso, au niveau du PRT, nous avons notamment des radios mobiles que nous utilisons dans nos campagnes au niveau des scrutins et une radio fixe, effectivement, qui se trouve au niveau du programme national de la lutte contre la tuberculose. Qui, depuis 2023, et qui sont vraiment fonctionnels. Actuellement, nous avons resté vos mobiles et nous devrons en principe disponibiliser au niveau de certaines structures de formation de certaines disciplines au niveau de notre pays. Ces appareils sont arrivés. Actuellement, nous sommes en train, en tout cas, de pouvoir les déployer au niveau des sites pour l'utilisation. Et en dehors de ces radios mobiles, nous avons aussi 5 sites qui sont en cours d'installation qu'on va installer un peu partout là où nous avons choisi les sites pour les mettre. Alors, comme vous connaissez la situation dans notre pays, c'est vraiment notre défi, c'est le défi sécuritaire qui impacte beaucoup, en tout cas, sur la lutte contre la tuberculose, compte tenu voilà, de la situation de certaines zones où vraiment inaccessibles. Autres activités, vraiment, il faut développer des stratégies innovantes pour pouvoir prendre en charge toute personne, en tout cas, malade de la tuberculose, ou bien faire le dépistage au niveau de ces zones d'insécurité. Donc, c'est vraiment un grand défi qui se propose à nous. Et en tout cas, nous essayons en tout cas de travailler pour pouvoir effectivement atteindre toute la population, où qu'il soit, pour pouvoir vraiment, n'est-ce pas, non seulement épicer la tuberculose, et en plus, pour pas les suivre et les soigner vraiment jusqu'à bout. Donc, c'est d'ici à point et à notre porte. Alors, quand on regarde l'incident de la tuberculose au niveau du Burkina Faso, vraiment, quand on regarde en 2023, nous sommes à 43 cas pour 100 000 habitants. Alors que lorsqu'on regarde dans les années 2020, on était autour des 50 cas pour 100 000 habitants ici, de suite. Mais nous avons vu que vraiment, progressivement, le taux d'incidence au niveau du pays, effectivement, réduire petit à petit. Alors, donc, nous allons nous intéresser sur l'intervention
de la recherche active de la tuberculose au Burkina Faso. Le processus, comment ça a été mis en place au niveau de notre pays. Tout d'abord, la première chose qui a été faite, il y a eu un voyage d'études au Kenya. Ce voyage d'études a été organisé au niveau du pays où il y a un certain nombre d'acteurs qui ont pris part à ce voyage. Au niveau du PNT, il y a eu 2 personnes qui ont été désignées, plus un professeur dans une université, dans un hôpital universitaire, et par IPC, qui est une structure vraiment qui s'occupe des communautaires au niveau du Burkina Faso, et le représentant Fonds mondial. Donc, l'ensemble de ces acteurs au niveau du pays se sont rendus effectivement au Kenya pour aller sentir les espérances et voir comment nous allons pouvoir venir mettre ça sur place au niveau du Burkina Faso. Donc, au retour vraiment de ce voyage, il y a eu ce qu'on appelle un point focal au niveau du PNT qu'on a nommé. Quelqu'un effectivement qui a été désigné pour pouvoir vraiment suivre le processus de l'activité que nous allons mettre en place au niveau du pays. Donc, je pense que ce point focal a été nommé et effectivement, il a participé à un atelier de partage d'expérience en Tanzanie. Donc, il s'est rendu là-bas effectivement pour partager l'expérience avec et voir comment là-bas aussi les choses se mènent afin de pouvoir aussi s'inquiéter de leur expérience pour pouvoir en expérimenter au Burkina Faso. Donc, à leur arrivée, la troisième étape, c'était de faire l'analyse de la situation avec un appui technique qui nous a, voilà, une personne est venue vraiment qui nous a appuyé pour comment organiser cette réactivité au niveau du Burkina Faso en élaborant un document. Et pour pouvoir élaborer ce document, effectivement, il y a eu un processus qui a été suivi. Notamment, pendant la période, il y a eu la revue documentaire, que ce soit au niveau du PNT, au niveau des structures déconcentrées ou bien au niveau des structures périphériques. Tous ces documents ont été revus pour pouvoir voir comment effectivement élaborer un document réactif qui pourra prendre en compte nos spécificités pour pouvoir que ça puisse marcher. Donc, ce premier draft, effectivement, a pu être élaboré en 2019. Et après l'élaboration avec l'appui technique, il fallait d'abord comment dirais-je, valider ce premier document. Et ça a été validé et au niveau en 2019, vers le mois d'août-septembre, comme ça, ce document a été validé. Après avoir élaboré ce document, maintenant, il fallait quand même faire une formation à l'endroit des acteurs, notamment la formation des formateurs, c'est-à-dire au niveau de chaque structure, il y a un certain nombre d'agents qui ont été formés et ces agents-là seront chargés aussi de former sur place d'autres agents à leur niveau pour pouvoir que tout le monde puisse être, n'est-ce pas, compris par rapport à cette stratégie que nous voulons mettre sur pied. Donc, il y a eu la formation des informateurs et les acteurs communautaires qui ont été faites, et ça, c'est 2019. Après ces formations, maintenant, nous avons passé à ce qu'on appelle la phase pilote. La phase pilote, ça veut dire quoi? On a choisi un certain nombre de structures, notamment 3 régions, où nous avons essayé d'abord d'expliquer à ce qui la recherche active de la tuberculose dans ces 3 régions. Et là, c'était de 2019 jusqu'en 2020. Donc, les 3 régions pilotes qui ont été concernées, et c'est dans ces 3 régions où se menaient les activités de recherche active de 2019 à 2020. Après ça, maintenant, nous sommes passés à l'échelle. C'est-à-dire, nous avons essayé d'étendre ça au niveau national pour que tous les districts au niveau du pays ne soient plus mettre en place et réactiver. Et ça a commencé de 2021 à 2025. C'est vrai que on a tenté effectivement de passer à l'échelle nationale, mais il y a eu quand même quelques régions, compte tenu vraiment de leur particularité, compte tenu des déficits sécuritaires. Or, ces pays vraiment et ces régions n'ont pas pour le moment bénéficié de cette recherche active. Sinon, en dehors de ces 3 régions, toutes les autres régions effectivement sont couvertes par la recherche active au niveau du Burkina Faso. Et à partir de 2024, c'est là maintenant que nos radios que nous avons acquis en 2023 sont rentrés vraiment
un certain nombre de campagnes dans certaines structures et même dans les maisons d'arrêt. Il y a des groupes spécifiques que nous ciblons et nous allons sur le terrain mener des campagnes de dépistage avec ces radios mobiles pour pouvoir détecter la tuberculose. Donc ça, c'est un résultat. Alors, quelle a été la méthodologie? Alors, par rapport à cette campagne, pour pouvoir aller faire une campagne au niveau du structure, dans le pays où nous sommes assis au niveau du PNT, voir d'abord quelles sont vraiment nos populations cibles sur lesquelles il faut aller faire ces campagnes pour rechercher la tuberculose. Et je pense que ce qui a été retenu, et d'abord, c'est les consultants au niveau des hôpitaux. Voilà, les malades qui viennent dans les structures de soins pour se soigner, ça, à ce niveau, essentiellement, on recherche les cas de tuberculose. Même s'ils ne sont pas venus pour la tuberculose, il y a un certain nombre de questions qui se posent à ces parents, à ces patients du moins, et on essaie de voir est-ce que c'est pas des personnes présumées à la tuberculose. Dès lors qu'il y a un certain nombre de signes, eh bien, ils sont effectivement candidats à la radio. Voilà, il y a des sujets contacts. Ceux qui sont contacts des cas vraiment tuberculose confirmés, il faut rechercher la tuberculose autour de ces patients. Il y a les personnes vivant avec le VIH, voilà, qui est un groupe à risque, ou toute personne vivant avec le VIH, il faut rechercher forcément à chaque moment la tuberculose au sein de cette population. Aussi, les détenus, là, dans les prisons, comme une position quelles sont les conditions de vie de ces détenus au niveau des prisons. Tout le monde sait que vraiment les prisons sont des zones ou des endroits où vraiment la propagation de la tuberculose est vraiment répandue et puis se sent très rapidement. Donc, les détenus aussi ont été retenus comme des cibles par rapport à cette réactivité que nous avons menée dans notre pays. Il y a les enfants malnutris. À ce niveau, tout enfant malnutri, effectivement, lorsque nous partons, ils sont en tout cas des cibles où il faut rechercher forcément la tuberculose. Donc, il y a ces enfants. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les personnes déplacées internes au niveau de notre, comme on l'a dit, compte tenu de la situation sécuritaire dans notre pays, effectivement, bon, il y a des zones où les populations se sont déplacées et se sont retrouvées en tout cas dans certains endroits. Donc, forcément, il faut toucher toute cette population. Voilà, même s'ils ne sont pas dans les localités, ils sont fixés quelque part. Il faut aller les replacer et rechercher la tuberculose avec cette population. Donc, tous ceux-ci ont été en tout cas nos cibles par rapport à nos différentes campagnes et à la réactivité que nous avons menées dans nos structures. Après ça, il y a eu quand même l'appui, comme on l'a dit, dans certaines formations sanitaires avec la radio numérique mobile que nous avons reçue. Comme je vous ai dit au début, le KNT a reçu 2 radios numériques mobiles qui puissent se déplacer vraiment n'importe où dans le pays pour pouvoir mener des campagnes à la recherche des cas de tuberculose. Donc, effectivement, à partir de 2024 et 2023, ou du moins, cette radio numérique est rentrée en service au niveau du PNT. C'est vrai qu'en ce temps, au moment où nous avons commencé la radiographie avec les radios numériques, on n'avait pas d'abord l'intelligence artificielle qui a été acquis en son temps. Donc, on travaille uniquement avec la radio et des filmologues qui faisaient l'interprétation sans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a commencé partiellement en 2024, même 2024, parce que c'est en 2024 que l'appareil est venu. Il a fallu un temps pour former d'abord les utilisateurs de cet appareil afin que nous puissions l'utiliser pendant nos campagnes. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui fait qu'effectivement, quand on voit l'expérience, l'utilisation vraiment de l'intelligence artificielle au niveau de nos radios mobiles, ce n'est pas tellement vraiment une longue période, mais quand même, il est vrai que ça n'a pas été une longue période, mais nous avons vu comme le résultat qu'on a pu engranger avec le peu de temps que nous avons pu utiliser cette intelligence artificielle au niveau de nos campagnes sur le terrain. Alors, maintenant, par rapport à la population à risque, nous avons élaboré ce qu'on appelle, comment dirais une stratégie pour pouvoir, n'est-ce pas, détecter la type. Par exemple, il y a eu un algorithme qui a été élaboré. Par rapport à cet algorithme, il y a d'abord la population à risque et j'avais donné auparavant, ça veut dire d'étudier les patients consultants, voilà, pour tout motif, les PVVIA, les magnitudes des PDI,
Et tout contact TB, il y a eu l'algorithme qui a été élaboré pour rechercher appuyant la tuberculose au sein de cette population. Alors, il y a deux situations. Il y a la recherche dans la routine, ça veut dire ça, les patients qui se rendent dans une formation sanitaire, quel que soit le motif, n'est-ce pas, il faut rechercher la tuberculose. Donc, il y a eu effectivement, voilà, cette stratégie. Et maintenant, la stratégie ou la campagne, ou des campagnes que nous avons menées avec les radios mobiles. Alors, quand nous prenons, par exemple, la routine, nous avons vu que tout patient, effectivement, qui consulte dans une structure de santé, alors qu'il y a un motif, il y a des signes de présentation de la tuberculose, eh bien, ce patient doit subir des examens. Notamment, si c'est des adultes, on prélève les crachats, on les envoie au laboratoire et nous avons en tout cas des appareils pour pouvoir diagnostiquer la tuberculose tels que les tests ISPER ou bien même la microbiologie dans certaines zones où il y a pas de tests ISPER. Donc, et dès lors que, bon, il y a un cas de tuberculose qui est dépisté, lui, il est automatiquement mis sur traitement. Mais auquel cas, si il n'y a pas eu de tuberculose dépisté, on essaie de voir s'il y a une radio quelque part. Il faut faire une radio pour voir effectivement est-ce qu'au niveau du poumon de cette personne, il n'y a pas, voilà, des signes pouvant prouver que, effectivement, même si au laboratoire, on n'a pas pu avoir la preuve des germes. Donc, il y a la radio. Auquel cas où tout cela est négatif, bon, le patient, en tout cas, il est suivi pour la suite. Mais lors des campagnes, ce qui est effectivement fait maintenant, là, c'est au niveau d'un certain nombre de cibles que nous avons cité, les détenus, les malnutris. À leur niveau, lorsque nous allons pour faire notre campagne de dépistage de la tuberculose active, quand nous allons dans une maison d'arrêt ou bien qu'on appelle une prison, tous les détenus qui sont au niveau de cette maison d'arrêt, quel que soit qu'il ait un signe de la tuberculose ou pas, ils passent forcément à la radio. Là-bas, vraiment, c'est pas, voilà, il n'y a pas, et comment dire, il n'y a pas un filiale, non, mais c'est tout détenu qui sont dans la maison d'arrêt, il est candidat à la radio, qu'il est ainsi ou pas. Voilà. Et aussi les malnutris. Tous les enfants malnutris aussi, on n'a pas besoin, voilà, de rechercher forcément les filles pour qu'ils aient accès à la radio. Et alors qu'en tout cas, on arrive à dépister, à diagnostiquer que c'est un cas de malnutrie, eh bien, il est vraiment, voilà, candidat à la radio. Donc ça, au niveau des détenus et des malnutris, il n'y a pas vraiment de présence de symptômes de la tuberculose. Mais avec les autres populations, là, effectivement, pour pouvoir accéder à la radio, nous faisons ce qu'on appelle d'abord un screening. Lorsque nous allons dans une structure, il y a vraiment une équipe médicale qui est mise sur le plan des médecins et des infirmiers, où tous ces patients, normalement, qui sont venus pour le dépistage, doivent passer devant, n'est-ce pas, les médecins et les infirmiers qui vont les examiner et voir est-ce qu'ils ont vraiment des signes présentifs de la tuberculose. Si oui, eh bien, on fait même déjà les prélèvements des crachats et ils doivent venir au niveau de la radio pour faire la radiographie. Mais auquel cas où s'il n'y a pas de signes, on essaie de voir peut-être pour quel motif ils sont venus. S'il y a des soins à faire à ce niveau, on peut les donner les soins, mais ils ne viendront pas forcément faire la radiographie parce qu'ils n'ont aucun signe identique de la tuberculose. Donc ça, c'est au niveau vraiment de la population qui généralement viennent pour ces campagnes. Et comme on l'a dit, dès lors qu'effectivement, au niveau de la radio, ceux qui ont accès à la radiographie, quand nous faisons la radiographie, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les examens. Tous ceux-là qui ont des plus petits de 14 jours, avant même de faire la radio, on fait des prélèvements et on envoie les prélèvements au laboratoire, n'est-ce pas, pour les examens. Et pendant ce temps, il faut passer à la radio aussi pour faire les radiographies. Si, par exemple, au niveau des tests moléculaires déjà, il y a, n'est-ce pas, et comment dirais-je, on détecte la tuberculose, c'est quand systématiquement, on les met sous traitement. Avant même qu'ils passent à la radio, l'équipe se prépare et voit comment ces patients-là, n'est-ce pas, vont prendre les médicaments et ils passeront aussi à la radio. Et dès lors que, au niveau des laboratoires, n'est-ce pas, on n'a pas pu avoir des résultats positifs, les patients passent à la radio. Et tous ceux-là qui passent à la radio, il y a un pneumologue qui est là,
et qui doit interpréter les soins de cliniques de tous les patients qui ont fait la radiographie pour voir est-ce que au niveau de comment il n'y a pas voilà, des séquelles, il n'y a pas des signes évocateurs de la tuberculose. Donc, tous ceux-là qui passent à la radio, normalement, le pneumologue, à toi les amis, voit ces radios et voit quels sont ceux-là qui ont soit le poumon au niveau du poumon ou même au niveau du cœur. Parce que quand on fait la radiographie, il y a effectivement les poumons et aussi, s'il y a des problèmes au niveau cardiaque, c'est là aussi, c'est présent. Donc, il y a le pneumologue qui intervient. Et aussi, comme on l'a dit, à partir de 2020, c'est un mois, on est d'autres, nous avons dit, notre, soit dit, FOTB, l'intelligence artificielle, et bien, l'intelligence artificielle aussi est rentrée. Malgré tout, le pneumologue va interpréter l'intelligence artificielle aussi. Tous ceux-là qui ont fait la radio, l'intelligence artificielle doit interpréter les PCR. Sauf seulement les enfants de moins de 4 ans, où l'intelligence artificielle, effectivement, n'a pas, bâti pas sur 5 ans. Donc, au niveau de la radiographie de nos campagnes, voilà comment les choses, effectivement, sont organisées par rapport à ces campagnes. Lorsque les gens parlent à la radio, voilà, si il y a, après la radio, il y a le pneumologue qui doit interpréter tous les critères et aussi, tous ces critères doivent passer aussi par l'intelligence artificielle. Et c'est par la suite, maintenant, nous essayons de voir quels sont les résultats au niveau des déclarations des agents artificiels ou les pneumologues. Et je pense que c'est ce que nous allons essayer de voir par la suite de nos présentations. Alors, quand on regarde les résultats de nos campagnes, comme on a dit aux campagnes, vraiment, on a pris de septembre 2024 au mois d'avril 2025. Voilà. Et c'est pour voir vraiment la. Donc, nous avons mené des campagnes bien avant. Voilà, septembre 2024, même en 2023, il y a eu des campagnes. Mais comme je l'ai dit, on n'avait pas d'intelligence artificielle en son temps. C'était seulement les pneumologues, en tout cas, qui, après les campagnes, c'est eux qui interprétaient les critères et nous donnaient des résultats. Donc, nous ne sommes pas partis, nous n'avons pas pris vraiment ces cas-là. Nous avons seulement sélectionné à partir de septembre 2024, où au moins, nous avons commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir faire une comparaison avec 2025 aussi, où nous avons pu faire quelques campagnes. Il n'y a pas beaucoup de campagnes en développement pour le moment. On a pu faire quelques campagnes et l'intelligence artificielle a été utilisée. Alors, donc, quand on regarde cette période où nous avons mené nos campagnes, vous verrez que les sujets que nous avons pu voir selon les âges, quand on parle par exemple au niveau des adultes, là, nous avons pu avoir 1410 adultes lors de nos campagnes. Et c'est en 2024 à avril 2025. Ça fait 1410 adultes que nous avons pu voir. Et quand nous prenons les enfants de 0 à 14 ans, ça fait 328 enfants que nous avons vus. Donc, un total, vraiment de cette période, comme on l'a dit, c'est quelques campagnes que nous avons prises. Sinon, il y a eu plusieurs campagnes depuis 2021. Les campagnes sont menées avec beaucoup vraiment de cas. Mais, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle n'intervenait pas pendant ce temps. C'était uniquement les pneumologues qui faisaient vraiment l'interprétation. Donc, pour la part, nous n'avons pas vraiment vécu nous. Jusqu'à cette date-là, sinon, nous avons cru à partir du moment où l'intelligence artificielle a été introduite, n'est-ce pas, dans nos campagnes, et c'était vers septembre 2024 jusqu'à avril 2025 où les quelques campagnes que nous avons pu mener, l'intelligence artificielle vraiment a intervenu. Donc, ça, c'est au total, quand on voit la population que nous avons pu voir pendant cette période, surtout des 1738 personnes. Et nous avons pu voir. Docteur Miano, désolé de vous interrompre. Juste pour vous prévenir, vous auriez encore à disposition 5 minutes, environ 5 minutes. Donc, allez-y vers les résultats et la conclusion. Merci. D'accord, donc, et je ne vais pas. Bon, si je vais rapidement au résultat. Alors, quand on regarde tous les sujets que nous avons vus, par rapport à ces sujets, le nombre de cas de tuberculose que nous avons pu dépister, ça fait 61 cas de tuberculose que nous avons pu dépister parmi les 1700 cas qu'on a parlé au début. Alors, nous allons venir au niveau maintenant des interprétations et les cas de tuberculose dépistés par l'intelligence artificielle et par le pneumologue. Si nous prenons par exemple
l'interprétation de toutes nos campagnes avec des résultats au niveau de l'intelligence artificielle. Si nous regardons, il y a eu 50 cas de tuberculose. Des fois, une intelligence artificielle a pu, a, a pu dépister comme des cas de tuberculose possibles. Mais quand on regarde parmi ces 50 cas, il y a 37 effectivement qui étaient des cas de tuberculose. Ça veut dire que 50 cas où l'intelligence artificielle a dit probablement des cas de tuberculose, il y a 37 parmi ces 50 cas qui étaient, n'est-ce pas, des cas de tuberculose réels. Ou, comment dirais-je, les primologues et l'intelligence artificielle vraiment sont concordants sur les cas. Donc, les 37 cas de tuberculose, ça, à ce niveau. Alors, on a trouvé 13 cas où il n'y avait pas de cas de tuberculose, mais en réalité, les primologues trouvent que, effectivement, c'était des cas de tuberculose. Des intelligences artificielles n'avaient pas, voilà, comment dire, avaient vu ça comme étant des cas de tuberculose. Au contraire, voilà 13 cas que l'intelligence artificielle avait mis comme des cas de tuberculose, mais avec l'interprétation du primologue, on a vu que non, ces cas n'étaient pas vraiment en faveur, n'est-ce pas, de la tuberculose. Donc, sur les 50 cas, les 13 cas, vraiment, lorsque les primologues, après l'interprétation et puis les examens faits au niveau des laboratoires, bon, on a trouvé que vraiment, ces 13 cas-là n'étaient pas des cas de tuberculose, mais que l'intelligence artificielle avait eu des cas de tuberculose probables que donc, ça a été écarté par la suite avec l'interprétation des primologues. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, les résultats qui ont été des fois trouvés par l'intelligence artificielle lors de nos campagnes. 50 cas parmi les 1700, n'est-ce pas, et les pouvoirs qui ont été, voilà, et depuis où les études ont été faites, il a trouvé 50 cas de tuberculose. Et parmi ces 50 cas de tuberculose, seulement 37 cas, effectivement, pas seulement, mais il y a 37 cas, effectivement, qui étaient des cas de tuberculose, et en concordance, non seulement avec les pulmonologues, et même avec les résultats des laboratoires. Mais les 13 cas où il disait des cas de tuberculose aussi, là-bas, effectivement, après toute l'analyse, voilà, on s'est concordé, on a trouvé que non, ces cas n'étaient pas effectivement. Alors, si nous prenons l'interprétation du pulmonologue aussi, il y a aussi un certain nombre de risques. Alors, quand on regarde les clichés, par exemple, que le pulmonologue aussi a déclaré normal, vous verrez que parmi ces cas, nous avons trouvé 8 cas de tuberculose. Ouais, donc, au total de 1351, il y avait un total de 1351 cas où le pulmonologue avait trouvé que non, parmi ces patients, ils ne sont pas vraiment sujets à des cas de tuberculose, ce n'étaient pas des prisonniers de tuberculose. Mais, c'est quoi, on a fait les examens au niveau des laboratoires parmi certains de ces patients, on a trouvé 8 cas de tuberculose qui ont été confirmés par les laboratoires. Donc, ces cas ont été pris compte des cas de tuberculose. Mais, bon, les critères n'avaient pas, les laboratoires, on va dire, des pulmonologues, n'avaient pas vu parce que vraiment les lésions étaient tellement bénignes et comme il n'y avait pas vraiment un appareil spécifique pour pouvoir peut-être agrandir les images, et on s'en fait qu'il y a certaines situations où vraiment, à l'œil nu, peut-être on ne peut pas déceler. Voilà. Mais lorsque les traces sont partis au laboratoire, bon, on a vu que parmi quand même ces cas où on disait que c'était des radios normales, voilà, et il y avait quand même le cas de tuberculose. Alors, là où il y avait des affaires interprétées, il y avait 373 cas, n'est-ce pas? Et parmi ces cas, il y a 53 cas effectivement qui étaient des tuberculeux au niveau de l'interprétation. Et quand on regarde au niveau, il y a aussi les affections au niveau du cœur. Et là-bas, il y a eu 12 cas. Voilà, des gens qui avaient en tout cas soit des cardiomégalies ou d'autres problèmes du cœur. Mais il y avait eu 12 cas, mais parmi ces cas, effectivement, bon, pas de cas de tuberculose parmi. Donc, voilà un peu l'interprétation aussi faite par le pulmonologue. Et lorsque nous prenons la tranche d'âge, n'est-ce pas, des à 14 ans, nous avons vu qu'il y a 13 cas de tuberculose lors de nos campagnes qui ont été dépistées. Les 61 cas. J'ai encore quelques minutes. Oui, vous avez encore Alors, 2 minutes. 2 minutes. Oui. Bon, ok.
Alors, si nous regardons un peu la décision de diagnostic final par l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, avec été, il y a 9 cas, n'est-ce pas, où il y a 9 cas qui ont été confirmés bactériologiquement et il y a 9 autres cas qui ont été cliniquement diagnostiqués. Ça veut dire tous les cas où l'intelligence artificielle a eu à donner vraiment son résultat, lorsque nous sommes allés au laboratoire, n'est-ce pas, les cas confirmés au laboratoire et les cas diagnostiquement cliniquement, il y a eu 9 cas des deux côtés. Mais l'intelligence artificielle avait nommé comme des cas non tuberculeux. Quand on regarde, il les a mis comme des cas non tuberculeux, mais lorsque nous avons emmené certains prélèvements au niveau des laboratoires, nous avons vu vraiment des cas confirmés à la clinique et des cas confirmés pathologiquement et des cas diagnostiqués cliniquement. Donc, ces cas-là, ça fait 9 temps, ça fait les 8 cas qu'eux, ils n'avaient pas vu. Et quand on regarde les cas de tuberculose poussifs, alors l'intelligence artificielle, autour de tous les 50 cas qu'ils avaient notés comme des cas tuberculeux, il y a eu 7 cas confirmés et 30 cas non confirmés. Mais les 13 cas qu'il avait mis comme des cas de tuberculose poussifs étaient par la suite avec l'analyse du pulmonaire et des autres cas de tuberculose. Effectivement, et quand on regarde, on a dit qu'effectivement, parmi ces cas de tuberculose, il y avait 2 cas, c'était des apparemment, qui ont été traités, n'est-ce pas, guéris, mais bon, tu le sais, pour des séquelles au niveau de leurs poumons, mais il n'était pas tuberculeux. Donc, l'intelligence artificielle avait pu effectivement détecter ces cas comme étant des cas de tuberculose, mais c'était des anciens cas traités, guéris, mais qui ne faisaient pas la tuberculose. Peut-être qu'au niveau des poumons, effectivement, il y avait quand même quelques séquelles qui font qu'il l'a mis comme des cas positifs de tuberculose. Voilà. Donc, et il y a 5 cas qui n'ont pas été confirmés par le pneumologue. Lorsque l'intelligence artificielle a dit que bon, c'était des cas probables, mais le pneumologue, après l'interprétation et les examens, bon, on a trouvé que non, c'était pas des cas vraiment de tuberculose. Et il y avait 6 cas, mais bon, ça, c'est que les gens à qui on avait donné des rendez-vous, mais qui ne sont pas venus. Alors, qui ne sont pas venus, c'est qui fait qu'effectivement, bon, ces 6 cas, on n'a pas pu effectivement voir si c'était des cas de tuberculose ou pas parce qu'on ne les a pas vus. Ils ne sont pas venus. Après les examens, voilà, après la radio, ils devaient revenir par la suite pour un certain nombre de sommets. Ils ne sont pas venus dans ces gens, on n'a pas pu les voir. Donc voilà un peu par rapport aux résultats donnés par l'intelligence artificielle et en comparaison avec le pneumologue, les quelques différences. Sinon, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de cas où vraiment les deux se concordent. Voilà, il y a seulement quelques, voilà, petites différences léguées compte tenu de certaines situations. Alors, nous avons mis que notre intelligence artificielle, vraiment, le score là, c'est autour de 60%. C'est à partir de 60%, quand il voit des lésions autour de 60%, qu'il dit que c'est un cas de type probable. Donc, notre suivi là est fixé à ce niveau. Et je pense qu'il était question de voir est-ce que nous n'allons pas faire une étude pour voir est-ce que c'est fait de 60%, voilà, et que c'est trop ou bien c'est bas, et sur des en tout cas nos appareils, nos intelligences artificielles pour pouvoir mieux vraiment nous donner des résultats. Donc, je pense qu'il y avait quand même, voilà, quelques types d'une étude, mais ce n'est pas très sûr parce que, bon, comme tout le monde le sait, il y a des mesures de contingence au niveau du Fonds mondial où il y a un certain nombre d'activités pour le moment qui a été reporté en attendant de voir si possible, voilà, ce qui pourrait être fait. Donc, sinon, cette calibration au niveau de notre intelligence artificielle était programmée cette année pour pouvoir voir est-ce que nos seuils de 60% à partir d'une telle intelligence artificielle soit c'est des cas possibles de tuberculose ou pas. Donc, c'est ça que nous devons faire cette année. Bon, je vais aller vers la conclusion comme il y avait pas mal encore quelques diapos. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que les campagnes radiographiques pour le dépistage actif de la tuberculose ont été d'un apport important dans le diagnostic de la tuberculose en 2024. Parce que comme nous voyons effectivement les campagnes que nous avons menées
et le nombre de cas de tuberculose que nous avons pu dépister et diagnostiquer de moins, nous pensons que vraiment c'est un apport, ça a été un apport important pour les cas de l'OZL4. Alors, il faut dire aussi que les campagnes de label numérique nous ont permis de dépister de la tuberculose, c'est des cibles en haut risque, comme les détenus, n'est-ce pas, des enfants malnutris, voilà, et même les enfants malades en pédiatrie. Tous ces enfants-là ont été des cibles lors de vos campagnes. Et nous avons vu que l'interprétation par l'intelligence artificielle nous a permis de créer des patients sans d'autres apports. C'est-à-dire, rien même qu'avec le résultat de l'intelligence artificielle sur certains patients, on était déjà convaincus, non, ce patient-là, c'est un cas de TB, il faut le traiter en dehors même en entendant même que le pulmonologue, ou bien même les résultats viennent des laboratoires. Et effectivement, très souvent, les résultats nous concordent entre les deux ou les trois. Donc voilà un peu ce que j'avais comme présentation par rapport à l'expérience du Burkina Faso pour la recherche atteinte de la tuberculose et notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est vrai, comme je l'ai dit, qui n'a pas vraiment, pour le moment, un long, voilà, ce n'est que vraiment quelques mois qu'on l'a utilisé, mais nous avons vu vraiment son apport et nous pensons que vraiment c'est un appareil très utile et peut nous permettre en tout cas de dépister, de diagnostiquer pendant les tuberculoses au niveau de certaines populations, en tout cas du pays. Excellente, excellente. Docteur Niagno, merci beaucoup pour avoir partagé l'expérience du Burkina Faso. Donc, si vous auriez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on vous y répondra. Donc, je retourne la parole à Kacha qui va continuer le webinaire. Merci. Thank you so much, Dr. Saidu, for presenting. I know there were a lot of issues, and thank you so much for our guests today for sticking around while we figured that part out. Yeah, let's not waste any further time. Florent,